Quelque chose de nouveau et d'étrange s'est produit au Canada. Quelque chose que nous n'avions jamais vu auparavant. Une génération entière de jeunes affirme qu'aujourd'hui, qu'elle ne pourra jamais s'offrir une maison. Ce n'est pas normal pour le Canada. Après des générations de prix immobiliers abordables et stables au Canada, il faut aujourd'hui 66 % du revenu mensuel moyen pour payer les mensualités d'une maison individuelle moyenne. Étant donné que la majeure partie des 34 % restants du salaire familial est absorbée par les impôts, il ne reste plus rien pour la nourriture et les loisirs. Et tout cela suppose que vous disposez d'une mise de fonds suffisante pour obtenir le prêt hypothécaire en premier lieu. Aujourd'hui, à Toronto, il faut en moyenne 25 ans pour économiser cette mise de fonds. Il n'y a pas si longtemps, vous remboursiez un prêt hypothécaire dans ce laps de temps. Les jeunes doivent donc louer, mais les loyers ont doublé en 8 ans. Les jeunes mariés paient aujourd'hui plus de 1 000 $ par mois pour louer une chambre individuelle dans une maison de ville qu'ils partagent avec 2 autres couples. Des personnes de 35 ans vivent dans les sous-sols de leurs parents. Les loyers sont si élevés à Toronto que les étudiants vivent dans des refuges pour les sans-abri. Les étudiants sont obligés de dormir dans leur voiture et même sous un pont pour avoir les moyens d'aller à l'université. Les gens de la classe moyenne, comme les infirmières ou les charpentiers, vivent maintenant dans leurs véhicules. Des villes de tentes apparaissent dans presque toutes les grandes villes et dans plusieurs petites villes au Canada, la plupart du temps dans des endroits qui n'en avaient jamais vu auparavant. Et comme les refuges pour les sans-abri débordent, les nouveaux réfugiés doivent vivre souvent dans la rue ou sous les ponts. Comme tous les pays, nous avons toujours eu des problèmes. Dans le passé du Canada, par contre, presque tous ceux et celles qui avaient un emploi pouvaient économiser et acheter une maison, souvent à l'âge de 25 ans. Quand cela a-t-il changé? Il y a environ 8 ans. C'est faux à dire, mais en un peu moins d'une décennie, le coût du logement au Canada a pratiquement doublé. Le prix de loyer a doublé. Le prix d'une hypothèque a doublé. Le prix d'un premier versement a doublé. Doublé. Pensez-y, le coût du logement a augmenté davantage depuis 2015, plus que dans toute l'histoire du Canada combinée. Nous ne pouvons pas blâmer le reste du monde. Les coûts du logement au Canada ont augmenté plus rapidement et plus fortement que dans presque tous les autres pays du monde. Selon le moment et la manière dont on le mesure, le coût du logement au Canada est en moyenne de 45 % à 75 % plus élevé qu'aux États-Unis. Les maisons du côté canadien sont souvent plus de 100 % plus chères que celles du côté américain. Regardez cette maison à Niagara, au Canada, par rapport à Niagara, à l'État de New York. Vancouver est le 3e et Toronto le 10e marché immobilier le plus inabordable de la planète. Pire que New York, Londres et même Singapour. Une île riche qui compte 2000 fois plus d'habitants pour chaque kilomètre carré que le Canada. Tous ces endroits ont plus d'argent et d'habitants et moins de terrain, et pourtant, ils sont plus abordables. UBS, une grande banque mondiale, classe désormais Toronto comme ayant la bulle immobilière le plus risquée au monde et Vancouver en 6e position. Selon UBS, les prix des logements à Toronto et à Vancouver sont passés de juste valeur à surévalué et à risque de bulle, le tout ensemble dans 10 ans. Cette propriété de 2 chambres dans le quartier de Kensington à Toronto coûte le même prix qu'un château de 20 chambres situé sur un terrain de 5 acres en Écosse. C'est qu'avec notre masse continentale et notre petite population, le logement au Canada devrait être bon marché. De tous les pays du G7, c'est le nôtre qui possède le plus grand terrain par personne. Cela inclut de nombreux terrains disponibles à proximité des grandes villes. Alors pourquoi le logement est-il beaucoup plus cher que jamais et presque partout ailleurs? Voyons cela en détail. Des paiements hypothécaires se divisent en 2 parties, les intérêts
et le capital. Les taux d'intérêt sont fixés par la Banque du Canada, mais sont fortement influencés par le gouvernement fédéral. You'll forgive me if I don't think about monetary policy. Lorsque le gouvernement emprunte et dépense davantage, ça augmente le coût des biens qu'on achète et l'intérêt qu'on paye. Le gouvernement Trudeau a doublé la dette nationale du Canada, ajoutant plus à notre dette que tous les autres premiers ministres combinés. Notre ministre des Finances a admis que les dépenses déficitaires jettent de l'huile sur les feux de l'inflation. And I'm going to start with what we shouldn't do. I think it is very important not to make the problem worse. I am very mindful of the importance of not pouring fiscal fuel on the flames of inflation. Puis, quelques semaines plus tard, elle a ajouté plus de 60 milliards de dollars de nouveaux carburants. Lorsque les gouvernements enregistrent des déficits ou empruntent de l'argent, ils vendent des obligations aux investisseurs. Ces dernières années, les dépenses du gouvernement Trudeau ont explosé et il a emprunté plus d'argent que les prêteurs ne voulaient lui en prêter. La Banque du Canada a donc commencé à créer plus de liquidités. La masse monétaire a augmenté 8 fois plus vite que l'économie au cours des 3 dernières années. Plus d'argent pour acheter moins de biens, y compris moins de maisons, équivaut à des prix plus élevés. Mais la Banque centrale ne se contente pas d'envoyer un camion Brinks au bureau du premier ministre. Elle a plutôt recours à un ensemble de complexes de transactions qui s'appelle l'assouplissement quantitatif. Tout d'abord, le gouvernement vend des obligations aux institutions financières et la Banque du Canada les rachète à un prix plus élevé. Les sociétés financières adorent cela car elles réalisent un profit garanti. Mais la conséquence est que l'argent du gouvernement n'est pas le seul à circuler. Les systèmes financiers eux-mêmes débordent de liquidités qui sont souvent prêtées à des taux très bas et à des hypothèques très importantes, en particulier pour les investisseurs fortunés, dont les relations bancaires leur permettent d'être en tête de file. Ainsi, comme le montre ce graphique de la Banque du Canada, les investisseurs ont doublé le nombre d'achats de logements en un peu plus d'un an. La ligne noire indique le début de l'assouplissement quantitatif. Cause, impression monétaire, effet, inflation immobilière. Ainsi, les déficits publics obligent la Banque du Canada à augmenter ses taux d'intérêt pour réduire l'inflation. L'ancien ministre des Finances libéral John Manley l'a exprimé de la manière suivante. It appears that fiscal and monetary policy are not aligned. And the importance of that alignment is key. We're still running very large fiscal deficits. The government still talks about how much they're going to continue to spend. And this is a bit like driving your car with one foot on the gas and the other on the brake. Solution de Robinson? Arrêter des déficits inflationnistes pour que la Banque centrale puisse baisser les taux. Cela signifie qu'il faut réduire le gaspillage gouvernemental et plafonner les dépenses au moyen d'une nouvelle loi qui s'appelle dollar pour dollar, qui oblige les politiciens à trouver $1 d'économie pour chaque dollar de dépenses. Cela permet donc de réduire le coût des intérêts de votre prêt hypothécaire. Mais qu'en est-il du principal, qui est déterminé par le coût d'achat de la maison? Les prix canadiens, qui sont beaucoup plus élevés que dans d'autres pays, sont déterminés par l'offre et la demande. Le Canada est le pays du G7 qui compte le moins de maisons par habitant, alors qu'il dispose du plus grand nombre de terrains à bâtir. En fait, nous avons moins de maisons par habitant aujourd'hui qu'il y a 8 ans, car la population a dépassé la construction de maisons. En fait, le Canada a construit moins de maisons l'année dernière qu'il n'en a construit en 1972, il y a 50 ans. En 1972, le Canada comptait de 22 millions d'habitants et nous avons construit à peu près 230 000 logements. En 2022, le Canada comptait de 39 millions d'habitants et nous avons construit à peu près 220 000 logements. Plus de personnes, moins de construction. Ça, c'est l'année dernière. Et la pénurie s'accentue. L'Agence nationale du logement au Canada, le SCHL, prévoit une baisse de 32 % de la construction de logements cette année. L'agence prévoit qu'il manquera 3,5 millions de logements d'ici 2030, compte tenu de la croissance de la construction
et de la population. Où vivront ces 3,5 millions de familles sans logement? Et pourquoi ne pouvons-nous pas construire des logements pour nos concitoyens? Quel est l'élément le plus coûteux de la construction de nouvelles maisons à Vancouver, par exemple? La main-d'œuvre? Le bois? Le terrain? Non. Le gouvernement. Une étude de CD Howe a additionné tous les coûts de main-d'œuvre, de matériaux, de terrain et des bénéfices nécessaires à la construction d'une maison et les a comparés au prix de vente. À Vancouver, les cartes étaient de près de 1,3 million de dollars. Cela signifie que plus de 60% des prix d'une maison à Vancouver relèvent au gouvernement. Ces coûts-là, ça comprend les coûts de retard des permis, des règles qui changent, des consultants qui sont coûteux, des avocats, des droits, des taxes, des impôts et des autres frais ajoutés par l'État. Par exemple, une étude montre que la municipalité de Montréal a bloqué la construction de 24 000 logements. La ville de Winnipeg vient de perdre un procès pour avoir tenté de bloquer la construction de près de 2 000 logements près des stations de transport en commun. Pour illustrer les coûts de la bureaucratie inutile, le rapport du groupe d'études ontariens sur le logement abordable indique, et je cite, que les exigences minimales en matière de stationnement ajoutent jusqu'à 165 000 $ au coût d'un nouveau logement, alors que la demande de places de stationnement est en baisse et que l'un des signes les plus évidents de l'inefficacité de notre processus d'approbation est que, sur 35 pays de l'OCDE, seule la République slovaque met plus de temps que le Canada a approuvé un projet de construction. Le Royaume-Uni et les États-Unis approuvent les projets 3 fois plus rapidement sans sacrifier la qualité ou la sécurité. En Ontario, les redevances d'aménagement du gouvernement peuvent atteindre 135 000 $ par logement et certains ont augmenté de 900 % en moins de 20 ans. Et ces frais n'incluent pas les autres coûts gouvernementaux tels que les taxes, les retards, l'incertitude, etc. Pire encore, le gouvernement Trudeau a encouragé l'intensification de cette surveillance en accordant des milliards de dollars de nouvelles dépenses et subventions aux administrations municipales qui bloquent la construction de logements. Il finance littéralement l'embauche d'un plus grand nombre de bureaucrates qui présentent des obstacles à la construction de maisons. Le gouvernement fédéral consacre plus de 4,5 milliards de dollars aux infrastructures municipales. Les politiciens des grandes villes se soucient plus d'obtenir cet argent que de toute autre chose. Ils n'autoriseront la construction de logements plus rapidement que si l'argent du gouvernement fédéral en dépend. Mon plan de gros bon sens? 1. Exiger des grandes villes qu'elles construisent 15 % de logements en plus par an de la construction de logements pour obtenir des fonds fédéraux destinés aux infrastructures. 2. Accorder des primes à la construction aux villes qui dépassent l'objectif de 15 %. L'argent doit être basé sur la construction de logements et non sur les promesses. 3. Exiger que chaque station de transport en commun financée par le gouvernement fédéral soit autorisée à construire des appartements à haute densité autour d'elle et retenir la subvention fédérale pour le transport en commun jusqu'à ce que les appartements soient construits et occupés. Et 4. Vendre 15 % des bâtiments fédéraux et des milliers d'hectares de terrains fédéraux excédentaires qui peuvent servir de logement. Au lieu de financer les promesses, le gouvernement fédéral devrait financer les résultats. Il devrait lier le nombre de subventions fédérales accordées aux grandes villes au nombre de logements construits. L'argent devrait être versé une fois que les clés sont dans les portes. Payer pour les promesses, c'est obtenir des promesses. Payer pour des résultats, c'est obtenir des résultats. La bonne nouvelle, c'est que nous avons d'excellents exemples de réussite. Prenons l'exemple de la nation Squamish et de son projet à Vancouver. Ils ont approuvé et commencé la construction de 6 000 appartements et condominiums sur seulement 10,4 acres de terrain. Cela représente près de 600 logements par acre. Ils ont pu le faire parce qu'en tant que réserve, ils n'avaient pas besoin de suivre les règles de l'Hôtel de Ville de Vancouver. Cela signifie 6 000 logements pour des gens qui travaillent fort. Imaginez le nombre de personnes qui pourraient avoir un endroit appelé leur chez-soi
si tous les gouvernements locaux étaient capables de faire ce que les Squamish ont fait avec leurs projets. Mais aussi, imaginez ce qui va se produire si on ne règle pas ce problème. S'il y a des centaines de milliers de familles de la classe moyenne qui vivent dans nos rues d'ici quelques années, une maison, ce n'est pas simplement l'avoir financier le plus important. C'est aussi la famille, la sécurité, la liberté, la vie. Quand les gouvernements empêchent la construction des maisons, ils empêchent nos vies. Il faut faire mieux pour notre monde ici au Canada. La bonne nouvelle, c'est que le coût de logement n'était pas aussi élevé avant Justin Trudeau et ça ne va pas être aussi élevé après Justin Trudeau. Nous savons que nous pouvons le faire. Nous avons tous les avantages naturels, des terres, de la main-d'œuvre, du bois en abondance, les meilleurs plombiers, charpentiers, électriciens, ainsi que les entreprises de construction qui sont les meilleures au monde. En empruntant moins et en construisant plus, nous nous enlèverons de leur chemin et du vôtre pour que nous puissions ramener le gros bon sens chez nous.